Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un quadruple meurtre qui s'est déroulé dans la ville de Moscou, en Idaho, sur un campus universitaire. Comme l'affaire de la semaine dernière, c'est une affaire qui est très récente puisqu'elle s'est déroulée au milieu du mois de novembre de 2022. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Le dimanche 13 novembre 2022, à 11h58, le 911 a reçu un appel et devait se rendre au 1122 Kings Road dans la ville de Moscou, dans l'Idaho. La personne qui a appelé les urgences a déclaré au téléphone qu'il y avait une personne inconsciente au deuxième étage du domicile. Mais quand les policiers et les services d'urgence sont arrivés au domicile, ils y ont découvert une scène d'horreur et se sont retrouvés face à 4 cadavres massacrés à l'arme blanche. Les 4 victimes étaient Kylie et Madison, âgées de 21 ans, ainsi que Xana et Ethan, âgés de 20 ans. Tous semblaient avoir été attaqués et poignardés pendant leur sommeil. Selon les premiers constats des enquêteurs, l'attaque semblait avoir eu lieu entre 3h et 4h du matin, soit 9h avant que les officiers arrivent sur place. La maison ne présentait aucune trace d'effraction et il semblerait que la baie vitrée de la cuisine soit restée déverrouillée le soir des meurtres. Cette nuit-là, il y avait au total 6 personnes qui dormaient dans la maison, donc les 4 victimes, ainsi que 2 autres filles, Dylan Mortenson et Bethany Funk. Et étrangement, Dylan et Bethany ont survécu à l'attaque et c'est d'ailleurs elles qui ont, dans un premier temps, constaté qu'une des victimes était inconsciente au deuxième étage. Au départ, lorsqu'elles ont constaté que leur colocataire était inconsciente dans la chambre, elles ont d'abord pensé qu'elle avait fait un malaise, peut-être parce qu'elle avait trop bu la veille. Donc Dylan et Bethany ont décidé d'appeler d'autres amis à la rescousse qui sont venus au domicile et ce sont ces amis qui ont appelé le 911. Mais du coup, qui étaient Kylie, Madison, Xana et Ethan et pourquoi ont-ils été tués? Les 4 victimes étudiaient à l'université de l'Idaho et habitaient dans la zone du campus universitaire. Kylie Goncalves était en dernière année d'études générales et appartenait à la sororité Alpha Phi. Sa meilleure amie Madison Mogan était elle en dernière année d'études de marketing et appartenait à la sororité Pi Beta Phi. Kylie et Madison étaient des amies de très longue date et traînaient toujours ensemble, si bien que tout le monde les appelait les inséparables. Il était donc évident que les deux amies partent à l'université ensemble et habitent dans la même maison en colocation. Xana Kernodle partageait également la maison avec Kylie et Madison et elle était, elle, en 3e année d'études de marketing et faisait partie de la même sororité que Madison. Elle était en couple avec Ethan Chaplin qui, lui, était en 1re année d'études de management des sports et de tourisme. Kylie, Madison, Xana et Ethan étaient tous proches les uns des autres et ils avaient également créé des liens d'amitié avec les 2 autres colocataires, Dylan et Bethany. Une petite précision, c'est que Ethan ne vivait pas en colocation avec les filles, mais il était souvent dans la maison, tout simplement parce qu'il était le petit ami de Xana. En plus de partager la même maison et d'aller à la même université, les amis passaient énormément de leur temps libre ensemble, soit à organiser des soirées ou à créer du contenu sur TikTok. D'ailleurs, la veille de leur mort, Kylie a posté ses photos sur Instagram avec en légende « Je suis chanceuse d'être entourée de ces personnes au quotidien ». Peu avant les meurtres, les 4 victimes étaient de sortie et quelques témoignages ainsi que des enregistrements de caméras de surveillance ont permis de retracer les quelques heures qui ont précédé leur mort. Selon des témoins, Xana et Ethan étaient ensemble à une soirée organisée par la fraternité Sigma Chi, dont faisait partie Ethan. La fête se trouvait à 2 minutes à pied du domicile des filles. Et selon les témoins, il y serait resté de 20h à 21h le soir du 12 novembre 2022. Kylie et Madison se trouvaient, elles, au Corner Club sur Main Street entre 22h et 1h30 du matin. Les 2 filles ont ensuite quitté le club et se sont rendues à un food truck afin de commander à manger. Et il semblait que c'était plutôt une routine pour les étudiants, d'une fois sortis du club, d'aller commander à manger à ce food truck. Donc une caméra de surveillance a enregistré le moment où les 2 filles sont venues commander à manger. Et observez bien cette séquence de vidéosurveillance, car on va y revenir plus tard. À la fin de la vidéosurveillance, on voit les 2 filles récupérer leur commande, prendre une photo et s'en aller en direction de leur domicile. Selon les enquêteurs, les 4 victimes étaient de retour à la maison aux alentours d'1h45 du matin. Ensuite, tout ce qui s'est passé entre le moment des meurtres et le moment où le 911 a été appelé au domicile des filles reste complètement flou. Cela fait maintenant 3 semaines que les meurtres ont eu lieu et à ce stade de l'enquête,
Les enquêteurs ont déclaré n'avoir aucun suspect. La police reçoit néanmoins énormément de témoignages et doit explorer plus de 3000 pistes données par différents témoins. Ils ont également emporté toutes les voitures des victimes et les draps de la scène de crime afin de faire des analyses. Les familles des victimes sont également très impliquées dans l'affaire et déterminées à retrouver le ou les coupables. Ils ont d'ailleurs reproché aux enquêteurs leur manque de transparence sur l'affaire. Et je pense que les enquêteurs agissent comme ça avec la famille des victimes tout simplement pour protéger leurs intérêts et ne pas compromettre l'enquête. Alors il est clair que je ne fais pas partie de la famille des victimes et qu'il est beaucoup plus facile pour moi de prendre du recul et de me permettre de dire certaines choses, mais je pense que la famille aurait tout à gagner à reculer un petit peu et à laisser les enquêteurs faire leur travail. Et je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être frustrant pour les familles de ne pas connaître tous les détails et de ne pas comprendre le pourquoi du comment, mais je pense vraiment que si les enquêteurs à ce stade-là décident de ne rien dire, c'est peut-être parce que justement, ils tiennent quelque chose qui ne doit pas être dévoilé trop tôt. D'autant plus que cette affaire est extrêmement médiatisée et que les proches et les parents des victimes ont donné plusieurs interviews aux médias dans lesquelles ils ont parfois dévoilé quelques détails de l'enquête. Donc je pense que les enquêteurs ont simplement trop peur de dévoiler trop d'informations sur l'affaire aux familles et qu'ensuite ces mêmes membres de la famille aillent parler aux médias en pensant bien faire car ils veulent absolument résoudre l'affaire. Et le fait de médiatiser ce genre d'affaires, c'est à double tranchant. C'est soit ça fonctionne hyper bien, ça permet de ramener un maximum de témoins et de découvrir des éléments qu'on n'aurait jamais pu connaître sans que l'affaire soit médiatisée, et à contrario, ça peut carrément nuire à l'affaire et même mettre le ou les coupables sur la piste des enquêteurs, ce qui leur permettra ensuite de se trouver un alibi ou de brouiller les pistes. Donc je pense que le silence des enquêteurs n'est pas synonyme d'inaction et qu'il est plutôt bénéfique, puisque de toutes les façons, les enquêteurs se sont dit déterminés à résoudre l'affaire et à tout faire pour ne pas qu'elle devienne un cold case. Même si les enquêteurs font tout pour rester le plus discret que possible sur cette affaire, ils ont quand même dévoilé quelques éléments assez importants qui nous permettent de mettre en place des hypothèses et de comprendre certaines choses sur l'affaire. Bien que l'arme du crime n'ait pas encore été retrouvée, on a appris par les enquêteurs qu'il s'agissait d'un couteau et que les 4 victimes avaient été soit tuées avec le même couteau ou un modèle similaire. Et cela laisse entendre qu'il est fortement possible qu'une seule et même personne soit responsable des 4 meurtres. Par contre, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Toujours selon les enquêteurs, l'attaque semble avoir été ciblée. Mais ils ne savent pas si, par exemple, Kylie, Madison, Ethan ou Xana étaient ciblés personnellement ou si la personne responsable des meurtres ciblait la maison, comme par exemple pour y voler quelque chose. À partir de tous ces éléments donnés par les enquêteurs, plusieurs spécialistes, dont un ancien agent du FBI, vont donner leur avis sur l'affaire et apporter quelques petites précisions. Alors attention, bien que ces personnes soient des spécialistes avec beaucoup d'années d'expérience, ils ne font pas officiellement partie de l'enquête et je ne fais que relayer leur hypothèse. Phil Waters, qui est surnommé l'enquêteur légendaire, a clarifié quelques points de l'affaire dans une récente interview. Plusieurs médias ont affirmé que les 4 amis avaient été tués avec un couteau Rambo. La particularité de ce couteau, c'est qu'il y a plusieurs crans sur la lame. Saying it's a Rambo type knife, well, that's absolutely incorrect. It's not a Rambo type knife. In fact, I have read where they have identified the type of knife. And the type of knife that they're talking about is the United States Marine Corps K-bar. C'est un couteau de combat utilisé par les Marines et qui a été créé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc selon lui, le suspect faisait partie des forces armées américaines où on avait une très bonne connaissance. Il va ajouter que selon lui, l'attaque était bel et bien ciblée, car sur 6 personnes qui dormaient dans la maison, 4 ont été assassinées et les 2 autres sont restés saines et sauves, c'est-à-dire qu'on n'a même pas touché un seul de leurs cheveux. Jonathan Gilliam, un ancien agent du FBI, va de son côté affirmer que selon lui, le quadruple meurtre avait été effectué par une seule et même personne. Il a d'ailleurs affirmé que selon lui, ce n'était pas la première fois que le meurtrier tuait des gens. But here's an important thing that I think people should realize. This is probably not the first time that this person did this. As I explained before, this is an adrenaline-filled incident. When somebody goes in and they kill, especially with a knife, there's a tremendous amount of adrenaline that goes into this. So people need to realize this individual is probably odd. He's probably shown some type of behavior that people think is strange or menacing when they're close to them. And I would advise people if they know someone like this or if they saw something between the hours of 3 o'clock and 7 o'clock when the sun came up on the 13th of November, that they should call law enforcement and just say, this is what I saw and this is where I saw. Il affirme que la personne responsable des meurtres a dû
dû faire preuve d'une méthodologie et d'un sang-froid hors pair afin de tuer ces 4 personnes au couteau sans réveiller personne. Le père de Kylie va également donner sa théorie et son avis sur le sujet et va dire que selon lui, le responsable des meurtres, c'est le stalker de sa fille. Il dit que sa fille était jolie, qu'elle attirait beaucoup l'attention et qu'elle plaisait à beaucoup de personnes, et d'ailleurs Kylie lui avait avoué quelques mois auparavant que quelqu'un la suivait. Selon lui, c'est ce stalker qui en voulait à Kylie qui pourrait être l'auteur des 4 meurtres. Et pour appuyer son argument, il affirme que lorsque le rapport d'autopsie est sorti, il a constaté que les blessures de sa fille étaient beaucoup plus importantes que celles des autres victimes. Comme si la personne qui avait tué Kylie s'était beaucoup plus acharnée sur elle que sur les autres. Les enquêteurs ont de leur côté affirmé qu'ils s'étaient intéressés à la piste du stalker, mais qu'ils n'avaient rien trouvé de pertinent à ce sujet. D'autres personnes ont avancé d'autres hypothèses, comme quoi le meurtrier connaissait les victimes ou faisait partie du campus. Les raisons qui les poussent à penser ça, c'est qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction dans la maison. Donc certes, il semblerait que la baie vitrée de la cuisine soit restée ouverte, mais d'après ces personnes, le meurtrier aurait très bien pu passer par la porte d'entrée. La porte d'entrée de la maison pouvait s'ouvrir avec un digicode qu'apparemment pas mal de personnes connaissaient sur le campus parce que les filles avaient organisé plusieurs soirées dans la maison et donné le code à toutes les personnes qui étaient invitées. Un autre élément qui les laisse penser que le meurtrier connaissait le groupe d'amis, c'est que, admettons que l'attaque ait été ciblée. Eh bien la personne qui est rentrée dans la maison savait exactement où aller pour atteindre les 4 victimes. Et je le rappelle qu'il n'a pas touché les 2 autres filles qui dormaient au rez-de-chaussée. De plus, le chien de Kylie a été retrouvé dans la maison après les meurtres, enfermé dans une pièce. Et aucun des occupants de la maison ne semblait avoir été réveillé par du bruit ou par les aboiements du chien qui aurait pu forcément aboyer si un inconnu était rentré dans la maison. Donc il est possible que le chien ait reconnu l'intrus qui s'est introduit dans la maison et ne l'a pas vu comme une menace. Et du coup, il s'est laissé peut-être caresser et enfermer dans une autre pièce sans faire de bruit. Donc je sais, au final ça fait beaucoup d'hypothèses et peu de faits pour confirmer le tout. Mais c'est l'inconvénient quand une affaire est encore en cours et quand elle est aussi récente que celle-ci. Mais il y a encore 4 éléments que je souhaiterais aborder avec vous parce que selon moi, ils ont leur importance dans cette affaire. Le premier élément, c'est qu'un appel d'urgence a été passé au 911 à 3h01 du matin pour signaler un incident à cause d'un abus d'alcool. Cet incident a été signalé dans la fraternité Sigma Chi, dont Ethan, une des victimes, faisait partie. Et je le rappelle que cette fraternité se trouve à tout juste 2 minutes à pied du domicile où les meurtres ont eu lieu. Bien que les enquêteurs aient affirmé que cet appel n'avait aucun rapport avec le meurtre des 4 personnes, plusieurs personnes se sont mis d'accord pour se dire que c'était vraiment étrange que, comme par hasard, l'appel soit passé à peu près sur la même tranche horaire que les meurtres. Plusieurs personnes ont d'ailleurs affirmé qu'il était extrêmement rare que la police soit appelée à la fraternité pour ce genre d'incident. Donc est-ce que la personne qui a créé l'incident parce qu'il avait abusé de l'alcool aurait pu avoir un lien avec le meurtre des 4 personnes? Le deuxième élément, c'est que selon Alivia, la sœur de Kylie, Kylie aurait passé plusieurs appels le soir du meurtre à Jacques Ducoeur. Elle l'aurait appelé 6 fois entre 2h26 et 2h44 du matin et aurait fini par lui passer un dernier appel à 2h52 peu avant les meurtres. Madison, la meilleure amie de Kylie, aurait appelé ce même numéro 3 fois entre 2h44 et 2h52 du matin. Jack Ducoeur était en fait l'ex-petite amie de Kylie. Mais la question c'est pourquoi Kylie et Madison l'avaient appelé avec autant d'insistance aussi proche de l'heure présumée des meurtres. Selon Alivia, il est impossible que Jack soit impliqué dans les meurtres. Mais encore une fois, ma question c'est pourquoi Madison et Kylie ont autant insisté pour essayer de le joindre. Le troisième élément que je souhaite partager avec vous et qui pour moi soulève beaucoup de questions, c'est pourquoi Dylan et Bethany ont été épargnés. Au début, je pensais qu'elles pouvaient avoir un lien avec tout ça, mais selon les enquêteurs, elles ne sont pas considérées comme des suspectes. Et précédemment, on a mentionné le fait que l'attaque était probablement ciblée et que Dylan et Bethany n'étaient peut-être pas concernés par la rancœur qu'avait le meurtrier. Mais moi, je me pose des questions concernant ces 2 filles. Tout simplement parce que une attaque au couteau, ça laisse des traces. Et en plus, selon le médecin légiste, les attaques ont été très violentes. So in your experience, what is it that you saw when you showed up? Well, there was a lot of blood. It was a very sad scene with 4 murdered college students.
Donc comment se fait-il que les deux filles n'aient pas remarqué que la victime inconsciente avait en fait été attaquées violemment? Et aussi, les amis qu'elles avaient appelés à la rescousse le matin et qui ont eux appelé le 911, pourquoi n'ont-ils rien remarqué? Et qui plus est, pourquoi personne n'a rien signalé lors de l'appel au 911? Alors peut-être que les filles n'ont absolument rien à se reprocher, mais je vous avoue que je trouve ça un petit peu étonnant que les urgences ont été appelées seulement pour une personne inconsciente, alors qu'on sait très bien qu'il y avait eu une violente attaque au couteau. Donc au final, on ne sait pas pourquoi les filles ont réagi comme ça. On ne sait pas si elles avaient quelque chose à cacher ou si elles avaient simplement rien à marquer. Et d'un autre côté, on se dit que c'est peut-être la police qui fait exprès de rester vague sur les faits pour ne pas donner trop d'informations. Enfin, le quatrième point que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'enregistrement de la caméra surveillance où on voit Madison et Kylie commander à manger. Dans cette vidéo, si on observe bien, on remarque que les deux filles sont arrivées en même temps qu'un garçon et que ce garçon semble les observer de loin. Il reste à l'écart, mais il regarde du coin de l'œil en mettant sa capuche. Quelques minutes plus tard, on voit ce même garçon discuter avec une autre personne, et la personne avec qui il parle va pointer les deux filles du doigt lorsqu'elles vont récupérer leur nourriture et partir en direction de leur maison. Le garçon avec la capuche lève la tête pour regarder les filles partir et il semble un petit peu déçu ou dans l'incompréhension. Il finit ensuite par partir dans la direction opposée. Ce garçon a été retrouvé par les policiers et interrogé, mais selon les enquêteurs, il n'est pas un suspect. Selon plusieurs témoins, ce même garçon avait été vu au Corner Club avec les filles. Et quand on observe bien le comportement des filles, on a l'impression qu'elles cherchent à l'éviter ou à l'ignorer, un peu comme quand quelqu'un vient nous aborder et qu'on essaye gentiment de lui faire comprendre qu'on n'est pas intéressé et qu'on ne veut pas lui parler. Donc là encore, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas si les enquêteurs ne soupçonnent vraiment pas ce garçon ou s'ils ont juste dit ça afin de ne pas trop donner d'informations sur l'enquête. Donc voilà, j'ai exposé les 4 éléments qui selon moi sont importants et laissent planer un petit peu le doute. Jusqu'à présent, on n'a pas de news sur l'affaire et aucun suspect n'a été arrêté ou interrogé. En tout cas, j'espère qu'on aura bientôt plus d'informations sur l'affaire et j'espère surtout que le responsable sera arrêté. La police a essayé de rassurer les étudiants en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre puisque le meurtrier ne frapperait pas une seconde fois au même endroit. Mais je vous avoue que si quelque chose de pareil se passait dans mon lotissement, je pense que je n'arriverais pas à dormir sur mes 2 oreilles et surtout j'aurais fortement envie de déménager. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme pour ma dernière vidéo sur l'affaire de Shanquella Robinson, je vous tiens au courant et je n'hésiterai pas à faire une vidéo de mise à jour dès qu'un événement majeur viendra bouleverser l'affaire ou quand on en saura beaucoup plus. En attendant, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos hypothèses sur l'affaire. Est-ce que selon vous, le meurtrier était quelqu'un qui connaissait le campus ou qui connaissait les 4 victimes? Donc voilà, je crois que tout est dit et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Vous avez vu, je vous ai gâté 2 vidéos dans la même semaine, c'est du jamais vu. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!